educated. I know words, I have the best words. Most importantly, I brought my Bible. Eh bien, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne nuit, comme d'habitude et traditionnellement, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez. Nous sommes factuellement hic et nunc au moment où je vous parle, encore en 2022, parce que j'enregistre là un peu à l'avance la fin de la lecture de Hollywood Aller-Retour Souvenir d'Alex Manuel. Donc il est possible que lorsque vous m'écouterez, 2023 soit arrivé, il est même très probable que ce soit le cas, si Dieu nous prête vie, enfin Dieu, plutôt les événements, on pourra arriver à la fin. Il y a un certain nombre de pages du tapuscrit de Alex Manuel, lecture que nous avons commencé au cours de la saison 2 de Make TV Great Again, manuscrit tapuscrit, qui nous avait été remis, je vous le rappelle encore une fois, par Luc Chesset, qui est de la famille de Manuel, Alex Manuel, fils de Manuel pâtissier qui avait un restaurant assez connu à Saint-François à Genève, né en 1900, Alex Manuel, et qui est parti à Hollywood, qui va avec Willy Wyler y vivre quelques années, faire un peu de figuration, décider de quitter Hollywood, ne voulant pas vivre une vie un peu médiocre et conscient des limites dans le jeu d'acteur qu'il avait. C'était un acrobate et il avait beaucoup de petits rôles, de rôles secondaires, mais néanmoins il était engagé d'une manière plus ou moins fixe chez Universal. Il quitte les studios, part à New York, fait son internat, devient médecin, mais alors qu'on lui propose de devenir interne dans un hôpital prestigieux de la haute société new-yorkaise, fait un peu de voyance avec une de ses collègues, avec une Ouija board. Je ne sais pas exactement ce que c'est, je me renseignerai, je vous promets. Un petit ver se met à trembler et lui appelle qu'ils doivent suivre son cœur. Il n'est pas tout à fait sûr, il demande « dois-je aller à l'hôpital ou dans mon coin ?» et le ver lui répond « dans ton coin ». Pour ne pas influencer la table, il n'a pas touché. Donc, il décide de décliner une offre pourtant très alléchante de devenir assistant dans un hôpital prestigieux. Personne ne comprend exactement son choix, mais il préfère rester libre et, rappelons-le, poursuivre ses recherches sur la preuve de l'existence de l'au-delà et des capacités des connaissances paranormales. Enfin, voilà, c'est Alex Manuel. Être riche s'il en est dans son rapport particulier à la vie. Encore une fois, vous le savez maintenant, si vous nous avez suivis jusqu'à dans cette lecture, il y a parfois des sauts dans la pagination du tapuscrit, mais je pense que la plupart des fois, c'est des sauts voulus. Lors d'une relecture, il y a des mots tracés, des mots rajoutés et des pages qui ont été enlevées. Je pense que ça a été fait, non pas suite à une erreur de manipulation du tapuscrit et la disparition de certaines parties, mais par épuration, si je puis dire, de l'auteur qui a dû trouver que c'était un peu long. On est quand même à plus de 400 pages tapées alors qu'il y a un certain nombre de trous. Allons-y, on est, je ne sais pas trop à quel chapitre, parce qu'on commence par quelque chose qui n'a pas de chapitre. On avait internat et suite, on avait été, études, internat et suite. Je pense qu'on est soit dans En panne, soit dans La guerre. Mais je pense qu'on est encore dans En panne. Nous étions arrêtés lors de notre dernière lecture à la page 301 où il annonce au professeur Connor qu'il va refuser son poste d'interne. Et puis nous nous retrouvons à la page 316, donc 15 pages sont passées par pertes et profits. Nous voici donc au début de 1930. Il a donc 30 ans. La question est « Quo vado ?» Que vais-je faire de ma vie? J'avais fini l'internat, fait un petit tour à Haïti et Panama comme médecin de bord, avait de beaux diplômes de médecin chirurgien licencié prêt à pratiquer. Mais pas de pratique, pas d'argent, des dettes jusqu'au cou. Que faire? Je ne suis pas devenu médecin de la haute société, comme peut-être je l'aurais été sous la puissante égide du docteur Connor, mon maître. Mais j'ai été, je crois, bien plus heureux. Le bien est tracé. J'ai été, je crois, plus heureux. J'avais commencé, adolescent, par m'intéresser à la structure de la matière, chimie. Puis, captivé par la structure des organismes, j'avais étudié la médecine. Maintenant, côte à côte avec la médecine, c'était la nature de l'esprit humain, tracé humain, qui me fascinait plus que tout. Et dans cette exploration, je voyais s'ouvrir des horizons immenses.
Ma pensée exaltée sentait qu'elle était aussi vaste, aussi puissante que cet univers psychique que j'apercevais autour et au-dedans de moi. C'était à cette époque que j'aurais voulu consacrer c'était à cette étude que j'aurais voulu consacrer ma vie. J'avais essayé de la psychiatrie, mais aussitôt découvert qu'elle n'était pas pour moi. Il me restait l'introspection, la psychologie et surtout la parapsychologie qui m'intéressait particulièrement. Mais on ne gagne pas sa vie dans la recherche métaphysique, psychique, et il me fallait un gagne-pain now. Peut-être que si je prenais un emploi qui m'occupât sans m'absorber, je verrais plus clair en moi et saurais mieux quoi faire. Je pris donc un emploi dans un dispensaire de compagnie d'assurance qui traitait et examinait des accidentés du travail. J'eus probablement encore de la chance de trouver ça. La crise économique était suivie de la Grande Dépression, qui devait durer plusieurs années. Un peu partout, le pessimisme, le chômage, les affaires diminuaient de moitié. Les magasins vides, les hommes au coin de rue vendant des pommes, d'autres sautant des gratte-ciel, des bidonvilles dans les parcs publics. Ce travail d'assurance était bien étrange, bien au-dessous de mon rêve. Tout le long de mes études, j'avais rêvé d'une certaine médecine, le rêve s'était évanoui. Mais je me disais, c'est temporaire, bientôt je pourrai ouvrir mon propre cabinet de consultation. Je travaillais aussi au dispensaire de New York Hospital 3 jours par semaine de 5 à 7, en médecine générale, ce qui était mieux. Ces jours-là, après le travail, j'allais parfois dîner à côté, à la salle à manger des internes, et peut-être ensuite faire 1 ou 2 parties d'échecs avec l'un d'eux au fumoir. Ce fut encore une belle année pour mes amours, suivie d'un beau lâchage. J'avais pris un petit appartement dans le village où je pouvais vivre à ma guise, cuire de petits repas, recevoir mes amis et amies. J'avais tout de même cela, cette liberté tant souhaitée, un logis bien à moi, la solitude quand je la voulais. J'arrangeais le modeste mobilier à ma façon avec une table près de la fenêtre pour écrire et mes livres dans une petite bibliothèque. Il y avait un fauteuil où, le soir, je pouvais lire et rêver. J'ai vécu dans cette chambre les plus grands plaisirs et les plus grandes peines, dont il est inutile de parler, rajouté à la main. Chapitre 21. En panne. Donc on est dans la fin d'internat et suite, en été. Chapitre 21. En panne. Et là, le dont il est inutile de parler, je ne sais pas si vous pouvez le voir, rajouté à la main, annonce la disparition d'une 50aine de pages, parce qu'on passe de la page 318 à la page 369, et comme c'est imprimé en recto verso, c'est donc bel et bien voulu par l'auteur. Et il a quand même trouvé que le saut était un peu abrupt, d'où le dont il est inutile de parler, figure de style un peu abrupte pour le coup, mais qui explique le saut. Donc on ne parlera pas des plus grands plaisirs et des plus grandes peines vécues dans le village et des frasques affectives de M. Manuel. Donc chapitre 21, en panne. De l'air, du vide, du soleil, du vent. La nuit, l'oubli, l'inconscience, le néant. Exploration de la nuit. Descente au fond du puits, vers les entrailles de la terre. Gouffre, grotte, noir, précipice, d'où montent les miasmes et les brumes du désespoir. Gouffres et ténèbres d'une nuit plus noire que la nuit. Abîme de la stupidité du monde, de la méchanceté des hommes et de mon propre orgueil. Pendant 6 mois, je souffris comme un chien, mais la souffrance finit par apporter sa propre consolation. 11 octobre 1931. J'éprouve une certaine volupté à ma mélancolie. Je ne me plais qu'à être seul, dans ma chambre ou dans la nature, à rêver, à lire. Quel temps j'ai perdu à aimer. Comme je m'y suis souvent ennuyé. Seul, je ne m'ennuie jamais. Comment peut-on s'ennuyer quand on a un cerveau qui fonctionne? Parfois, comme quand j'étais enfant, par éclair, je m'étonne d'exister, m'émerveille d'être en vie, d'être quelque chose qui pense et qui se regarde penser. Le cerveau, cette boule de matière consciente d'elle-même, qui est là à se demander le comment et le pourquoi de tout cela. Je recommence à trouver la vie intéressante. Ma calvitie avançait, je me fis tondre la tête. Je me sentis 20 ans et propre et léger, une curieuse légèreté d'âme. Comme un moine bouddhiste, me disais-je, ne désirant plus rien, ne craignant plus rien, n'ayant plus rien à perdre. C'est un sacré chagrin d'amour.
La vie du moine est la vraie vie, la solitude, la vie réglée, la méditation. Et j'avais tout cela, avec mes heures régulières de dispensaire et la chambre d'hôtel moderne et salubre où j'avais déménagé, quittant Greenwich Village et tournant la page. En fin de semaine, j'allais courir la campagne et les bois dans les hauteurs de l'Hudson, au nord de New York. Pendant des heures, j'allais par les sentiers, dépouillé de toute chose humaine. Et parfois, je me sentais à la fois bois, fleurs, verdure, oiseaux. Non seulement dans la nature, mais un avec elle, partageant avec elle une vie intime, mystérieuse, une vie intérieure à la vie. Et je me disais, toute ma vie j'irai ainsi, j'errerai à l'aventure pendant des années, parmi des peuples divers et des lieux divers. Je voyagerai dans tout le monde et dans ce monde plus vaste qui est au fond de nous. Ce que je cherchais, ou ce que me rapporteraient ces voyages, je n'en savais rien, mais sûrement j'enlèverai quelques secrets au mystère de l'univers, dont le visage ne m'était apparu que pour devenir plus mystérieux encore. Mon lieu de méditation préféré était le sommet d'une colline. J'y allais souvent faire une longue station, comme en un lieu philosophique, assis à l'ombre d'un arbre aux branches très basses. Je jouissais là du silence, de l'odeur sauvage de la forêt, du libre souffle de l'air dans mes narines et dans mon sang. Je prenais conscience de cet arbre intime et aérien qui porte l'air en notre sang. Bronches et bronchioles en moi, rameaux et ramis de l'arbre qui m'ombrageait. Nous étions frères, lui et moi, respirant le même air par un organe de même forme et semblable fonction. Cependant, je continuais à découvrir que vivre, en somme, est désappointant. Je n'aurais peut-être pas dû rester à New York, qui a une pléthore de médecins, mais je restais, retenu par mes dettes estudiantines et parce que je ne connaissais personne ailleurs. Je voulais faire de la médecine interne, essayer la pratique générale pour commencer. Avec un collègue, je m'installai dans un joli cabinet de consultation à la 58e rue, derrière l'hôtel Plaza. Nous durâmes 1 an, pas même assez de clients pour payer le loyer. 2 fois, je retournai en Suisse, commençai des examens en vue d'y pratiquer, voulus partir pour les Indes. Chaque fois, le sort me rabattit sur New York. Dans ma déconfiture, j'avais écrit à Gandhi, lui disant que je ferais n'importe quoi pour être utile dans son pays, qui me paraissait aussi plus propice à la libération spirituelle. Il me répondit « Je vous déconseille fortement de venir, nous avons déjà trop de médecins ici. » Ainsi, pendant 11 ans, je dus me résoudre à faire surtout la médecine industrielle pour une compagnie d'assurance. Emploi médiocre et monotone, mais qui avait ses compensations. Temps de lire, rêver, flâner et méditer tout à mon gré. Matériellement, je ne m'enrichissais pas, mais les dépenses nécessaires à l'existence d'un solitaire sont peu de choses et une très simple profession peut y suffire. Je pensais à Spinoza, qui 30 ans durant vécut enivré de Dieu et d'infini, subvenant à ses besoins journaliers en polissant des verres de lunettes. J'eus quelques amours au cours de ces années, mais rien de bouleversant, malgré mes goûts d'ermite, la solitude étant pour moi comme une volupté, une nécessité. Je restais très sensible au charme des femmes. La plus chère, ou du moins la plus désirée, fut Nina, une petite blonde de parents hongrois. Pas mal de visage, blonde, svelte et merveilleusement bien faite. Après, il y a quelque chose qui est tracé doublement qu'on n'arrive presque pas à lire. Blonde, blonde et rose, c'est comme ça que j'aime les filles. Et, me dis-je dès que je la vis. Nous fûmes attirés l'un vers l'autre comme 2 objets aimantés et arrivâmes très vite à une grande entente physiologique qui ne fit qu'augmenter avec le temps. Notre liaison dura une dizaine d'années. Je finis par l'entretenir plus ou moins. Elle quitta son travail de coiffeuse et manucure, mais elle n'habita jamais tout à fait avec moi. Douce, discrète, dévouée, elle était faite pour vivre dans l'ombre d'un homme, d'un mari. Sa malchance fut que cet homme fut moi pendant si longtemps. Mais pour finir, elle fit un heureux mariage après mon départ pour la guerre, en 1941. Elle avait un jeune cocker nommé Happy, que j'ai aussi beaucoup aimé. Bien que travaillant à New York, dès que je le pus, je déménageais à la campagne. Cette chienne adorait la campagne. Quand Nina venait me voir, elle l'amenait toujours avec elle, la transportant pour le voyage en métro et en train dans une petite valise ad hoc. Dès que Happy voyait cette valise, elle frétillait de bonheur et voulait sauter dedans. Nina la laissait souvent chez moi entre ses visites et pour finir, Happy habita davantage chez moi que chez elle et y était très heureuse. Matin et soir, nous allions faire de longues promenades ensemble.
Nous nous aimions vraiment beaucoup. Elle dormait sur mon lit et me suivait partout comme une ombre. Enfin, comme elle semblait tellement préférer habiter chez moi, Nina me pria de la garder, ce que je fis avec plaisir. Nous eûmes 2 ans de bonheur ensemble. Un soir, en rentrant du travail, je me sentais accablé d'une inexplicable anxiété depuis quelques heures. Je retrouvai Happy qui m'attendait comme d'habitude. Comme d'habitude, après les exubérantes salutations d'usage, je fis ce que je faisais automatiquement matin et soir. J'ouvris la porte du bungalow pour la laisser sortir faire ses petits besoins. Elle faisait régulièrement le même petit tour et revenait aussitôt se présenter à la porte. C'était toujours un tour complet du jardin, sans faillir de revenir devant la porte aussitôt ce tour terminé. J'avais à peine ouvert pour la laisser sortir que le téléphone sonna. C'était un ami qui voulait me parler et que je ne sais plus quoi. Soudainement, tandis qu'il continuait à parler, je sentis le poids d'une énorme tristesse m'accabler. Je savais que je venais de subir la perte de mon chien et j'ai eu la conviction que je ne le reverrais plus. J'étais à tel point troublé que je raccrochai le récepteur en bredouillant quelque chose. Je me forçais à aller voir à la porte si Happy était là malgré ma certitude qu'elle n'y serait pas. Je ne l'ai jamais revue. Aucune trace d'elle non plus sur la route où elle aurait éventuellement pu être écrasée par une auto, à supposer qu'elle eût, contrairement à son habitude, quitté le jardin pour s'aventurer à l'extérieur. Malgré toutes mes recherches, je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Je sais que beaucoup de gens ont des pressentiments de ce genre et que c'est un fait des plus étranges de cet étrange univers. Prémonition, prophétie, préscience. Phénomène tracé paranormal, connu et signalé depuis la plus haute antiquité. Le plus souvent, rien qu'un indéfinissable sentiment, soit de joie, soit de tristesse qui, dans un événement en cours de réalisation, préjuge de la suite. On se réjouit, chez la plupart des hommes, de ce phénomène. On se réjouit, tracé, parce qu'après il y a quelque chose qui a été occulté en blanc, donc il y a un peu de travail, donc on trace, se réjouit. Préjugé de la suite. Chez la plupart des hommes, ce phénomène ne se produit jamais, et naturellement, ils le nient. D'autres constatent à quelques rares moments de leur vie. Quelques-uns vivent presque constamment dans ce dédoublement psychique. Étant de ces derniers, je suis sûr, pour en avoir souvent fait l'expérience, que pour eux, la joie et la tristesse sont souvent liées aux événements que la vie prépare. Une phrase tracée, il y a aussi les rêves préconisseurs de l'avenir. Préconisseurs de l'avenir. Bien des fois aussi, j'ai vu en rêve, dans tous ses détails, une scène de ma vie qui s'est réalisée un jour ou deux plus tard. Ce phénomène est si déconcertant, désoriente à un tel point la raison, qu'on le constate 1 fois, 2 fois, 10 fois avant de pouvoir définitivement l'accepter. Et pourtant, il arrive. J'en suis aussi certain que de l'existence de ce qu'on appelle la Terre, les animaux, la Lune, la gravitation. Comme pour la télépathie, les faits sont là, authentiques, irrécusables, prouvant que nous avons accès à un plan transcendant de pensée, non lié aux fonctions cérébrales et par conséquent peut-être non solidaire de la mort du corps. Schopenhauer raconte qu'après avoir écrit une lettre, il prit par erreur, pour sécher l'encre, l'encrier au lieu du sablier, et l'encre se répandit sur le plancher. J'appelai, dit-il, la servante qui se mit à laver le plancher pour enlever la tache. Alors, en faisant ce travail, elle me raconta qu'elle avait rêvé cela pendant la nuit. Or, non seulement elle l'avait rêvé, mais elle l'avait raconté à une autre servante qui en a témoigné. Cette histoire, dont je garantis l'authenticité absolue, dit Schopenhauer, prouve que ce qui doit arriver arrive nécessairement. À nouveau une partie occultée. D'innombrables faits de ce genre défrayent la chronique de l'histoire. Cicéron a écrit un livre sur la divination de l'avenir. Kant croyait à la double vue. Et dans ses Songes d'un voyant, il rapporta le cas de la clairvoyance de Swedenborg, l'incendie de Stockholm, la reine Ulrich, Madame de Morteville. La vie ne dépend pas d'un corps, disait-il, mais d'un principe différent du corps. Le lendemain de la disparition de Happy, j'allai voir Nina et lui raconter ce qui était arrivé. Sa réaction spontanée fut qu'il nous fallait un nouveau chien, tout de suite. Nous nous adressâmes à la famille qui nous avait vendu Happy 3 ou 4 ans auparavant. Il se trouva qu'il venait de leur naître une nouvelle portée de cocker, des mêmes parents que Happy. Et, quelques semaines plus tard, nous eûmes une nouvelle petite Happy, qui était comme une réincarnation de la première. Elle nous donna aussi plusieurs années de bonheur, mais je dus la quitter, comme Nina, pour aller à la guerre. C'est que, pendant ce temps,
L'Europe avait vu l'avènement du national-socialisme et le développement de la Grande Allemagne sous Hitler. L'axe s'était formé, le fascisme ne cessait de croître, mais on ne se rendait généralement pas compte de l'étendue de la menace. J'essayais toujours de sortir de mon allée sans issue à New York et au début de 1939 avait trouvé une place dans une institution aux Indes. Là, une astérix renvoie à une note de bas de page. Santiketan, au Bengale, une université au Rural Service Center, centre de santé rurale, dirigée par Ratindranath Tagore, fils de Rabindranath. J'étais sur le point de partir quand la situation en Europe devint de plus en plus grave et m'empêcha de partir, question passeport. Puis, la guerre fut déclenchée par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939. Il ne fut plus question de partir ni de fuir l'Amérique et la lutte contre le monstre qui voulait imposer sa volonté au reste du monde. La guerre. Oh, la tracé, un mot que je n'arrive pas à lire. La guerre. Oh, la stupidité des hommes qui, après des millénaires d'évolution laborieuse, en sont encore à aller se faire massacrer ainsi. Et à le faire avec un enthousiasme fougueux pour la folie d'un énergumène sans scrupules. Avec le reste du monde, j'assistais avec consternation à l'effondrement de l'Europe, à la défaite de la France. Chapitre 22, la guerre. La France avait été envahie. L'armistice franco-allemand signé. L'assaut de la Luftwaffe sur l'Angleterre, qui seule tenait encore le coup, semblait être le prélude de la victoire finale des Allemands. Les États-Unis restaient encore officiellement neutres. L'Angleterre, cette petite île têtue, suspendue seule au bord de l'Europe écroulée, semblait alors le dernier refuge d'une certaine civilisation, du courage, de la liberté. Aussi, quel soulagement quand, au début de 1941, lors des gros raids sur Londres, j'appris qu'on y avait besoin d'aide pour soigner les blessés. Les médecins anglais n'y suffiraient plus qu'avec peine. Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire du président Roosevelt, demanda des volontaires parmi les médecins américains. Je vis qu'il était de mon honneur d'y aller. Le moment était enfin venu de livrer bataille, de livrer un certain nombre de batailles dont je ne voyais pas encore l'issue, mais qui ne seraient plus seulement pour moi-même. Il fallait être célibataire et en bonne santé pour être accepté, et heureusement, je fus accepté. Je coupai mes amarres américaines et partis non sans émotion. Séparation douloureuse, déchirante de Nina, de Happy. Partir, c'était vraiment mourir un peu, mourir à bien des choses, à tout ce qui m'attachait à New York et à l'Amérique. Mais c'était aussi revivre, c'était entrer dans la lutte, faire quelque chose d'utile. C'était de nouveau l'aventure. En somme, la guerre m'a dépanné. Me voici une fois de plus en route. Traversée de l'Atlantique infestée de sous-marins allemands dans un cargo mixte hollandais en grand convoi de quelques 85 navires. On voyageait zigzagant pour éviter les sous-marins. Une ou deux alertes en route, détonations sous-marines à la périphérie, sans dégâts pour nous. Au débarquement à Liverpool, tout de suite, on est dans le coup, en pleine évidence de guerre. Le port et ses abords en partie détruits par les bombardements. Barrages de ballons au-dessus des ruines. Grosses saucisses immobiles dans le ciel. Dans les rues, une atmosphère vibrante d'activité. Tout le monde au travail. Beaucoup déblayants, portant des choses, comme des fourmis réparant leurs fourmilières. Un entrain, un all-together impressionnant qui donne confiance. Nous étions 4 médecins américains à cette traversée. En tout, il y en a eu environ 70. Des représentants de la Croix-Rouge anglaise nous reçoivent gentiment à Liverpool et nous désignent nos postes. Je suis heureux d'être envoyé au Westminster Hospital à Londres, presque à l'ombre de Big Ben et des maisons du Parlement, tandis que mon camarade de cabine, le Dr Marshall, va au Saint-Georges, dans un quartier voisin. Londres, avec son blackout, ses maisons démolies, 1 sur 10 environ, et ses barrages de ballons, était impressionnante. Comme à Liverpool, une saine, intense activité. Pas abattu du tout. Les Anglais, malgré les bombes qui aplatissent leur ville, la perte de milliers d'hommes et de presque tout leur matériel militaire à Dunkerque, et vis-à-vis Hitler avec le contingent sous sa botte et ses 200 divisions blindées, la défaite paraît imminente. Chaque nuit, les avions allemands pondent la mort sur le pays. Des centaines de voyages, 100 000 bombes, mais ne l'ont pas détruit. Là, tracé, n'importe quel autre peuple aurait envisagé l'éventualité d'une défaite, mais il n'est pas un seul Britannique digne de ce nom qui ait prononcé ce mot. Nous nous battrons sur les plages, nous nous battrons sur les champs d'atterrissage, nous nous battrons dans les collines et dans les champs, nous nous battrons dans les rues, jamais nous nous rendrons.
J'entends encore cette voix de Churchill à la radio électrifiant le monde de sa simple et merveilleuse éloquence, me promettant, rien que du sang, de la sueur et des larmes. J'ai vécu 4 ans et demi de guerre avec les Anglais et jamais je n'en entendis un se plaindre. Le rationnement des vivres, les restrictions de toutes sortes furent sévères et ne firent qu'augmenter, et tout le monde les acceptait de bon cœur. Pas de tricheurs, pas de favoritisme, de marché noir. La famille royale obéissait comme les autres. Pour économiser le combustible, on ne devait mettre que 8 cm d'eau chaude dans la baignoire pour se baigner, et le roi lui-même observait cette règle. Au Westminster Hospital, j'étais comme un interne, habité avec eux et faisais le même travail de soins aux blessés des bombardements nocturnes. Mais presque en même temps que notre arrivée en Angleterre, l'ennemi fut chassé du ciel, tracé. La Royal Air Force avait gagné la bataille de l'Angleterre, la marée avait tourné. Après 300 voyages sur Londres, les Allemands avaient renoncé, chassés du ciel par... J'arrive pas à lire parce qu'il y a la main. Never in the history of human conflict was so much owed by so many, by so few. Ah voilà, chassés du ciel par so few. Ce fut la première défaite de l'Allemagne, et désormais, sans nouveaux blessés, nous étions soudain trop de médecins dans les hôpitaux de Londres. On nous proposa alors de nous rapatrier ou alors de nous enrôler dans l'armée, la Royal Army Medical Corps, comme volontaires américains. Nous décidâmes, Marshall et moi, de nous engager. Les États-Unis n'étaient toujours pas entrés en lice. L'Angleterre continuait à se défendre et à défendre le monde seule. Autour de nous, c'était une fièvre heureuse, contagieuse et la mobilisation générale. Nous entrâmes dans la danse. Le temps du rêve est arrivé, ce temps que maintenant je crois avoir rêvé. Jusqu'en 1945, c'est désormais la grande ronde, le bal des trains, des convois, des hôpitaux, des tentes et des baraquements. La laideur et l'austérité des camps, les ambulances, les blessés et les morts, le bruit des roues et des canons, le grand carnaval, la grande bousculade, la grande mascarade, les hommes déguisés en soldats, les guerriers déguisés en infirmiers, les infirmières déguisées en fourmis, et nous, toubibs américains, déguisés en officiers britanniques. Une phrase tracée, mais heureusement non armés. Pas même requis de savoir tenir un pistolet, c'était cocasse et plaisant tout à la fois. Comme tous les médecins anglais recrutés dans l'armée, et presque tous ceux de moins de 45 ans y passèrent, nous fûmes soumis d'abord à quelques semaines d'entraînement. Il fallait apprendre à être soldat tout en restant médecin. Cela se passa dans les riants comtés du Hampshire et du Yorkshire. Dans mes moments de liberté, j'y faisais de gentilles promenades, tracées plaisantes, dans la campagne et les villages, entrecoupées d'irritantes façons par les saluts militaires auxquels je devais répondre. Puis nous fûmes assignés à un hôpital militaire en Écosse, Marshall et moi, gardés ensemble par une attention très décente des autorités, le War Office à Londres, qui nous savait américains et camarades. On nous demanda même dans quel théâtre de guerre, le Proche-Orient ou l'Extrême-Orient, nous préférions être envoyés ensuite. Typiquement britannique, cette décence, cette considération pour les sentiments d'autrui, même à l'armée, qui fait partie du code de manière naturelle de ce peuple. C'est dans notre hôpital écossais, en décembre 1941, que nous apprîmes la nouvelle de Pearl Harbor et de l'entrée des États-Unis dans la guerre. Ce soir-là ou le suivant était Mess Night. C'est, une fois par semaine, le soir où l'on s'habille pour dîner, en uniforme de parade, et au dessert, un certain officier lève son verre de Porto et dit « Messieurs, le roi !» Et tout le monde répète en levant son verre « Le roi !» Tradition fixe et inflexible dans toutes les forces de Sa Majesté. Jamais omise ni modifiée. Mais ce soir-là, après le toast au roi, le commandant fit teinter son verre et proposa « Messieurs, le président des États-Unis ». Toute la table but à la santé de M. Roosevelt et nous fûmes très gentiment fêtés ce soir-là, Marshall et moi. Nous avions choisi le Proche-Orient et notre tour de partir arriva. Destination, l'Égypte. La Méditerranée était bloquée par l'axe. Les troupes et tout le matériel devaient faire le tour de l'Afrique. Après 2 mois d'exil en mer, avec escale à Freetown et à Durban, nous arrivâmes au Caire, au petit printemps 1942. Là, Marshall, très patriote, demanda à passer aux forces américaines. J'étais plus chez moi avec les Anglais et décidai de rester avec eux, suivant mon cœur, rajouté à la main avec une astérix. Mon premier poste fut dans un hôpital en Palestine. La Palestine, qui était encore sous mandat britannique, était à ce moment une importante base d'activité militaire.
dépôts de munitions, camps de prisonniers, hôpitaux, centres de recrutement et d'entraînement des troupes. Surtout troupes recrutées dans le pays, la brigade arabe et la brigade juive. Je fus une partie du temps médecin de troupes dans ces camps, et c'était un curieux spectacle que ces Arabes et ces Juifs dans l'armée britannique. Ils s'engageaient ostensiblement pour aider les Alliés, mais aussi, et peut-être surtout, pour se préparer à reprendre leur guerre civile et se battre entre eux. Pour le moment, ils avaient fait la paix, mais on sentait bien qu'ils ne s'aimaient pas. Ces ennemis se distinguèrent pourtant côte à côte au front, spécialement dans la campagne d'Italie. Dans les hôpitaux, nous traitions les blessés et les malades évacués du désert, et ce pays calme et verdoyant était bon pour eux. Mais on y souffrait peut-être autant qu'au front. D'une souffrance plus longue et plus finale. Chaque jour, nous voyions arriver ces pauvres jeunes gens troués et déchirés, ces corps qui n'avaient plus de jambes, ou manquaient un bras, un pied, une main, ou bien c'étaient des yeux qui manquaient. Je passais mes journées parmi ces malheureux empaquetés de blanc, silencieux, immobiles, à renouveler les pansements ou à aider les chirurgiens qui opéraient. Au fond des visages gris et fiévreux, les yeux regardaient, tournaient, vous suivaient à gauche et à droite, ou s'éteignaient dans l'agonie. Une grande noblesse était descendue sur ces hommes. Résignés pour la plupart, ces hommes innocents. Jusqu'à la semaine dernière, ils étaient jeunes, pleins de leur chaude vie. Maintenant, saignés et punis, abattus pour les fautes qu'ils n'avaient pas commises. C'est en cette année 1942 que nous eûmes le plus à faire, surtout au moment de la grande bataille d'El Alamein, à l'ouest d'Alexandrie, où Rommel et l'African Corps furent battus par les Britanniques, commandés par Montgomery. Cette défaite de l'Axe fut le grand tournant, après quoi on se sentit détendu et le nombre des blessés baissa rapidement. Je fus alors attaché aux troupes palestiniennes au Palestinian Recruiting and Training Depot, à Sarafan, dans un paysage riant non loin de Jaffa, sur la route de Jérusalem. Dans cette région, tout imprégnée d'histoire biblique et romaine, nous n'étions jamais à court de buts d'excursion pour nos jours de congé et nos permissions. Nous prenions l'autobus à l'entrée du camp et partions pour Tel Aviv ou Jérusalem, Nazareth, Bethléem, Haïfa ou le Liban. Dans les environs plus proches, je faisais de plaisantes promenades à bicyclette sur les routes presque désertes, seul ou accompagné d'un camarade britannique affable et réservé tout à la fois. Je continuais jusqu'à la fin de la guerre à apprécier le code de manière et les cérémonies des Anglais, leur souci de ne pas blesser les autres, de ne pas les gêner par des questions indiscrètes, ni par l'étalage de leurs sentiments. Il y eut d'autres agréables interludes. Tabga, septembre 1942. Tabga, septembre 1942. Cours de paludisme pour officiers sanitaires au-dessus du lac de Génézareth, en un endroit charmant et chargé de souvenirs du Christ de Rome. Nous sommes logés dans ce qui était avant la guerre un hospice italien, sur la colline du Sermon de la Montagne, entre Bethsaïda et Capharnaüm. Jardin en gradin, touffue végétation sous-tropicale, allées ombragées. Tonnelle d'où la vue s'étend largement sur le lac. Lac bleu entouré de montagnes brunes, espace bleu, transparent et calme. Le soir, les montagnes tournent au mauve et les couleurs des arbres, des rares maisons blanches et ardoises et roses au bord du lac deviennent merveilleusement tracées, extraordinairement tracées, radieuses, à la place de extraordinairement vives. Tout est d'un calme presque surnaturel, comme la haute montagne. Les rives du lac sont en grande partie désertes et les collines alentours habitées seulement de quelques bédouins campant avec leurs troupeaux et leurs tentes noires. Les ruines de Capharnaüm, que garde un monastère franciscain, sont émouvantes par le contraste entre la riche vie antique dont elles témoignent et la présente solitude des lieux. Je les ai visités dimanche en compagnie du seul moine italien actuellement au monastère. Je fais de salubres balades le torse nu au vent du soir et me baigne tout nu dans le lac. Comme on se sent plus près ici de la religion de Jésus qu'à Jérusalem avec tout son fatras d'église. Il enseignait en plein air comme le Bouddha et les mêmes collines qu'il y a 2000 ans et des mêmes descendent vers le lac. Les mêmes rochers sont là quand il parlait. Pardon, je reprends. Il enseignait en plein air comme le Bouddha et les mêmes collines qu'il y a 2000 ans descendent vers le lac. Les mêmes rochers sont là qui étaient là quand il parlait. Et sur le lac, des pêcheurs pêchent comme pêchaient ces autres avant de devenir pêcheurs d'hommes. Jaffa, 2 décembre 1942. Quand aurons-nous la paix? Les Russes avancent en Russie depuis peu, repoussent les nazis devant Stalingrad. Les Américains ont atterri en Afrique du Nord avec les Anglais qui avancent aussi de notre côté.
Les Français à Toulon ont coulé la flotte pour la soustraire aux Allemands. On commence à voir le commencement de la fin. Les Français se sont réveillés. On dit que les Italiens sont de plus en plus mécontents. Voilà où l'on en est. Encore une année peut-être, une année et demie. Après Sarafan, je travaillais quelque temps dans un autre camp, dans un oued désert, Wadi Sarar, où s'entraînaient des troupes polonaises libres échappées de Pologne, se soustrayant aux nazis, et des commandos britanniques parachutistes. Et là, on passe de la page 395 à la page 400. Ouais, c'est bien ça. Donc là, c'est un peu plus... Mais c'est un recto verso. Et c'est bizarre parce que ça commence au milieu d'une phrase. En retraite, et tout le ravitaillement passé sur des ponts de bateaux et pontons. C'était un flot continu de véhicules de toutes sortes, chargés d'hommes et de matériel, qui allaient se joindre à la grande armée envahissant l'Allemagne comme une large rouleau. Printemps 1945, nous étions en Allemagne. Qui aurait cru? Donc il nous manque 2 ans de guerre quand même malheureusement, mais qui devait tenir sur 5 pages. Donc je pense qu'il a estimé que ce n'était pas très intéressant, voire répétitif. Printemps 1945, nous étions en Allemagne. Qui aurait cru 4 ans auparavant un tel revers de fortune pour les Allemands alors qu'ils avaient battu toute l'Europe sauf l'Angleterre? C'est prodigieux de voir cela, de voir vérifier la confiance de Winston Churchill, qui la garda aux jours même les plus sombres, lors de la retraite de Dunkerque, nous rappelant que l'Angleterre n'a jamais perdu une guerre. Mais les Allemands se défendaient encore bien. Du Rhin à l'Elbe, ils se battirent avec l'énergie du désespoir, et nous étions parfois sous un feu violent. C'était excitant. J'avais un poste de secours mobile avec 2 infirmiers, une jeep et une remorque. Nous suivions de près les commandos qui préparaient le chemin, et parfois les balles sifflaient, les obus et les bombes tombaient autour de nous. C'étaient les derniers spasmes de la résistance allemande. La guerre était perdue pour eux. Pourquoi continuaient-ils à se battre? Pourquoi continuer ces inutiles horreurs? Ces morts, ces blessés, les nôtres et les leurs. Je n'oublierai jamais ces pauvres corps sanglants que j'essayais de sauver. Un homme retenant ses boyaux des 2 mains, un autre qui toussait rouge, étendu sur le ventre, et quand il respirait, c'était par en bas que l'air rentrait. Nous pratiquions des soins et des pansements sommaires, puis ils étaient évacués sur une ambulance à l'arrière où l'on pouvait opérer. Toutes les villes que nous traversions avaient été préparées par des armadas d'avions qui les avaient presque entièrement démolies. Münster, Osnabrück, Hanovre, et n'étaient plus que de sinistres squelettes. Les bulldozers nous frayaient un passage, comme des chasse-neige, à travers des monceaux de débris qui fumaient encore. Les habitants avaient fui, sauf quelques rares fantômes qui nous regardaient passer d'un air ahuri et haineux. Mais la campagne, les villages étaient en grande partie intacts. Les gens se cachaient en nous voyant peu, on en voyait peu. Beaucoup avaient mis un drap, un linge, un drapeau blanc à leur porte. Les bêtes me faisaient encore plus pitié que les hommes. Le long des chemins, des chevaux, des chiens blessés, abandonnés, qui souffraient et ne comprenaient rien à leurs blessures. Des vaches qu'on entendait de loin beugler, enfermées dans une étable en feu, mourant de la mort la plus atroce qui soit. On peut dire qu'elles en ont vu aussi, les pauvres bêtes, à la guerre. Les hommes ont un motif, une raison, l'idée d'un devoir. Les bêtes n'ont que la souffrance. Après la traversée de l'Elbe, enfin, la résistance allemande s'effondra. Le dernier signe que j'en vis fut une attaque d'avions sur nos pontons en construction à Lauenburg. Ils volaient bas, pondant leurs bombes méthodiquement parmi les boulets traceurs de nos tirs antiaériens. J'en vis un qui fut abattu, mais les autres, une demi-douzaine, s'esquivèrent, plongeant et pirouettant comme des hirondelles. Ils avaient l'air de s'amuser et de nous faire la nique. Le lendemain, les ponts bien amarrés, nos inexorables colonnes de machines et d'hommes traversaient la rivière en masse et avancèrent en un jour 80 kilomètres jusqu'à Wismar, sur la Baltique, où nous rejoignîmes les Russes qui venaient du côté opposé. C'était la victoire. Les Allemands se rendaient par milliers. On les emmenait prisonniers, abattus et penauds. Mais tout cela se faisait avec calme et une certaine courtoisie. Pas de poignées de main, mais souvent des sourires. Tout le monde, évidemment, était soulagé que la guerre fût finie. De Wismar, nous occupâmes l'ouest, les Russes l'est. Comme les autres, cette ville était en grande partie démolie. Parmi les ruines, sur les pans de murs, des slogans peints, autrefois, rappelaient d'autres jours. Mit dem Führer zum Sieg, dem Führer die Treue, wir gratulieren unserem Führer. Dans ce même moment, à Berlin, le Führer était volatilisé dans un enfer de feu et de fer, un holocauste digne du crépuscule des dieux. Wismar, 8 et 9 mai 1945.
jour VE, Victory in Europe, célébré avec les Russes, très fraternel. Nous visitons les uns chez les autres, trinquons à la vodka et au whisky, disant « Tovarich » et « camarade ». Ensuite, ils furent plus distants, par ordre de leurs supérieurs sans doute, qui craignaient de les voir contaminés par leurs dangereuses idées capitalistes. Je fus presque aussitôt posté avec d'autres médecins de l'armée dans un hôpital à Belsen, près de Hanovre, le camp de concentration libéré par notre avance quelques jours plus tôt. On avait trouvé là des milliers d'hommes et de femmes dont la moitié étaient morts, les survivants émaciés et malades au-delà de toute imagination. Ces malheureux, mourant déjà de faim, avaient été abandonnés sans aucune nourriture par leurs gardiens nazis plusieurs jours avant l'arrivée des Anglais. Jamais je n'aurais cru que des gens puissent être aussi maigres et respirer encore. Ils mouraient d'inanition, de typhus, de tuberculose, et il était impossible de décrire le spectacle étalé là, dans cette belle forêt allemande, hâve, perclus, fiévreux, puants, couverts de poux et d'ulcères, empilés dans leurs baraques infectes aux couchettes de bois, les morts mélangés aux vivants. Si affaiblis et malades, si affamés et squelettiques, qu'ils ne bougeaient presque plus, sauf leurs grands yeux désespérés, en petits tas qu'il fallait porter sur des brancards et qui parfois, quand on les bougeait, muettement s'effondraient et mouraient. Un seul de ces débris humains aurait déjà représenté l'horreur à son comble, mais leur nombre la centuplait, en faisait un enfer dantesque, un monstrueux cauchemar difficile à croire. Rajouté à la main, on estime que quelques 3000 personnes y moururent. C'étaient des juifs et des chrétiens de tous les métiers et de toutes les nationalités, y compris des Allemands, des chrétiens allemands qui s'étaient opposés au régime, des commerçants, des ouvriers, des paysans, des maîtres d'école, des avocats, des médecins. Je parlais à plusieurs médecins français. Les Français étaient nombreux. Étaient-ils heureux de nous voir? La plupart étaient si faibles, si près de la mort. Ils avaient déjà tant souffert qu'ils n'exprimaient aucune émotion. Ils restaient là couchés à nous regarder, silencieux et hagards. Il y avait de beaux châteaux en Allemagne, des paysages romantiques, des milieux cultivés, et il y avait ces atrocités. Il fallait avoir vu cela pour connaître les nazis et savoir ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Seul un peuple barbare est capable de telles cruautés, on ne les imagine pas tolérées dans une autre nation dite civilisée, l'Angleterre par exemple. Beaucoup d'Allemands naturellement prétendent maintenant qu'ils n'en savaient rien ou qu'ils ne pouvaient pas rien faire. Mais la plupart n'ont-ils pas accepté le nazisme et ses doctrines inhumaines? N'ont-ils pas accepté, sinon vénéré, les gangsters qui les dirigeaient, fermant les yeux sur le mal qui se faisait tant que tout allait bien pour l'Allemagne? On avait logé les survivants dans les grandes casernes SS à côté du camp, qu'on dut brûler. Et dans cet hôpital improvisé, nous les soignions, aidés de diverses équipes médicales venues de Suède, de Suisse et d'ailleurs. Au bout de quelques semaines, un certain nombre des plus ou moins guéris furent transférés en Suède et les guéris rapatriés ou envoyés à des camps de réfugiés. Un bon nombre avait fini au cimetière. Je passai là 5 ou 6 semaines, tant médicalement des plus instructifs, mais tracés, des plus pénibles, autrement des plus tristes. Donc il reste des plus instructifs, mais autrement des plus tristes. J'eus ensuite diverses occupations avec les troupes d'occupation en Westphalie et en automne 1945 fut enfin démobilisé. Hurrah! La guerre est finie. Je suis revenu un civil, un homme libre, et vais être rapatrié aux États-Unis. Mais, sur le point de m'embarquer, j'apprends par hasard à Londres que la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, ou UNRWA, a besoin de médecins pour ses camps de réfugiés sur le contingent. Je sens que je dois encore faire cela. Zut, zut, zut. Il faut remettre un uniforme et retourner en pays occupé. L'épreuve n'est pas terminée. De toutes les misères que nous laissa la guerre, il n'en fut pas de pire que celle de ces centaines de milliers de personnes déplacées qui végétèrent dans des camps pendant plusieurs années post-bellum, malheureux sans terre, sans toit, sans travail, et dont personne ne voulait. Je passai 1 an parmi eux, dans 3 camps en Autriche, à Linz, Spital et Salzbourg. Semaine dans la vallée, dans les parlottes et les douleurs, les petites histoires personnelles. Dimanche en montagne, le sac au dos dans la grande histoire naturelle. La vie telle qu'elle est, agitée et sombre, la vie telle qu'elle est, calme et nue. On faisait ce qu'on pouvait pour s'y déraciner, mais leur donner abri et nourriture ne guérissait pas leur maladie, qui était une rouillure de l'âme. Ils étaient seuls, abandonnés, monstrueusement abandonnés, laissés pour compte par un monde indifférent, seuls et sans espoir, comme des gens assis dans une gare, attendant un train qui ne vient jamais. La plupart pourtant finirent par trouver ou retrouver une patrie plus ou moins acceptable.
En 1946, je suis remercié par l'UNRWA, remplacé par la World Health Organization, WHO, et vais être rapatrié à Washington. Fin d'un chapitre, on va savoir comment l'histoire continue, la petite histoire personnelle. Je ne me suis jamais repenti de m'être engagé il y a 5 ans. La cause pour laquelle je portais l'uniforme me paraît encore plus belle et juste maintenant qu'au début, mais je ne me réjouis pas moins de rentrer en Amérique. Il y a 2 phrases tapées et tracées 2 fois. Au commencement de ma vie, je croyais que peut-être un jour. Au commencement de ma vie, je croyais que peut-être un jour, mais ça s'arrête là. Chapitre 23 et dernier, la source. Amérique 1947. Je suis rapatrié par l'UNRWA et licencié à Washington. Réveille dans la splendeur, l'incroyable, l'horrible abondance de ce pays, maintenant plus que jamais le plus riche et le plus confortable du monde, comme s'il n'y avait pas eu la guerre. Les Américains sont riches comme jamais personne n'a été riche. Ils n'ont pas peur, ni faim, ni froid. Ils reluisent de santé, la peau lisse, de sourire, ils ont d'énormes voitures. Les devantures regorgent de marchandises, tout est propre, luisant, bien huilé, roulement sur bille. Tout va bien, tout va vite, tout est trop riche, tout est trop beau. Après l'Europe où rôde encore la misère et les mouches, cela fait mal. Des formalités, l'acquisition d'une Jeep me retinrent quelques jours dans la capitale, où je me rattrape en nourriture dans les merveilleux restaurants et en lecture à la merveilleuse Library of Congress, la bibliothèque nationale. Il me va bientôt falloir à nouveau gagner ma vie, mais d'abord j'ai besoin d'autre chose. On raconte que le grand Condé, au début de sa dernière campagne, déprimé et à demi mort de fatigue et de chaleur, arriva enfin dans une prairie fraîche et ombragée devant l'abbaye de Saint-Antoine. Là, il sauta de cheval, jeta à terre ses vêtements et ses armes et se roula tout nu dans l'herbe au pied de quelques arbres, sous les yeux étonnés de ses officiers. Puis, il se releva, souriant et calme, reprit ses vêtements et ses armes et chevaucha à la bataille, plein de son courage habituel. Oui, c'est cela, voilà ce qu'il faut. Rejeter les harnachements inutiles de la civilisation et redevenir nu et neuf au sein de la nature. Se fondre, se mouler à la terre comme un ruisseau en son lit, voir la réalité telle qu'elle est, sans toutes les superstructures de main d'homme qui la cachent, loin des choses ennuyeuses et poussiéreuses du monde, les discussions, les théories, les dogmes. Vie à ma guise, simplifiée, réduite à l'essentiel, pour essayer de voir ce qu'est au fond la vie, si elle est vile ou sublime. On dit qu'il y a un enfer, on dit qu'il y a un paradis. Je dis qu'il y a la terre et que ça suffit. Ça me suffit pour le moment. La terre, pâte d'étoiles, devenue en chacun de nous pâte à penser. Le cerveau, la plus tendre, la plus délicate substance, ce que la terre a fait de plus physiquement affiné, de plus chimiquement ordonné, voilà le merveilleux, l'étrange. Une phrase barrée, cette pâte d'une délicieuse, si vulnérable, si frêle et pourtant changée par la matière devenue en nous consciente d'elle-même. Après ces milliards d'années de croissance, ces nuées d'êtres dont tu es l'enfant, l'univers qui se regarde en toi, qui se regarde regarder comme dans un miroir. Et tu es l'univers, et tu es le miroir, le mystère pensant, vivant, la terre pensant en toi. C'est la terre du Connecticut maintenant, une petite maison de pierre prêtée par un ami au flanc d'une colline à côté d'une source. Cet ami, qui est chinois et travaille à New York, n'y vient qu'en week-end et j'y suis seul le reste de la semaine. C'est l'été, il fait beau. Je cours les bois toute la journée et le soir retrouve ma maison, barrée à partir de là, qui sent bon le vieux bois et les fleurs fanées. Les chambres basses au bois jauni, la pénombre où brillent les reliures. La nuit parfois, j'observe les planètes, étoiles tracées, à l'aide d'un télescope. Ou bien, les membres fatigués, je prends possession de mon lit comme d'un radeau, m'étalant tranquille entre les draps. J'écoute le chant des criquets et le cri de la chouette dans la nuit, une sorte de musique pour moi ce cri, musique de mélancolie, de mystère, de solitude, de pitié pour les êtres. Tranquillité des lieux où l'homme n'est pas, comme a dit Gertrude Stein, tranquillité des lieux où l'homme n'est pas. En Amérique, comme a dit Gertrude Stein, il y a plus de lieux où l'homme n'est pas que de lieux où l'homme est. D'où vient que j'aime ce pays ? Chevaux en liberté, forêts sans chemin, vie à ma guise, simplifiée, réduite à l'essentiel. Le monde est loin avec tout ce qui est petit. Vieille maison entourée de silence. Il y a quelques jours, ayant ouvert un tiroir de la commode où je garde mon linge, j'ai surpris un petit nid de souris parmi les chaussettes.
la mer couchée sur le côté, et contre elle, 6 tout petits objets roses qui tétaient. J'ai refermé le tiroir et je ne l'ai pas rouvert. Maintenant, tout en me demandant pourquoi j'ai écrit tant de pages qui ne peuvent intéresser personne, je termine ce dernier cahier assis à un antique bureau à multiples tiroirs et rideaux articulés du temps de Thomas Edison. Ma pensée remonte les fleuves, remonte le temps jusqu'à la source, cette fournaise d'atomes d'où tout est descendu. Ceci a remplacé jusqu'à la source, car tout n'était qu'une masse globulaire d'atomes incandescents d'où tout est descendu. Mais je n'ai pas compris cela avant d'avoir eu la vision une nuit. Je n'ai pas compris cela avant d'avoir eu la vision une nuit. La vision qui m'a révélé que toutes choses au monde ne sont qu'une, que du haut en bas, tout s'enchaîne, se confond, tout se mêle. En haut, le fulgurant soleil, en bas, ce moment qui est moi. C'est un peu une parce qu'il y a beaucoup de choses changées, tracées, rajoutées. Tracer, je ne savais pas aimer, il a fallu que j'apprenne. Je n'ai pas su aimer, il va falloir que je l'apprenne. Est-ce d'elle-même? Il va falloir que j'apprenne. Est-ce hors de moi ou au-dedans que je vous vois? Est-ce dehors de moi ou au-dedans que je vous vois? Mais je vous vois, vous tous que j'ai mal aimés, mes parents, amis, amilles que je croyais disparus à jamais. Vous sortez de l'ombre, vous tous qui fûtes bons pour moi, et je n'ai eu que de l'égoïsme. Vous me souriez et je vois que tout a changé. Mes manques, mes erreurs sont oubliées et que j'aurais dû faire et n'ai pas fait, dire et n'ai pas dit. Le temps et la distance ont disparu, les murs et les barrières sont tombés, et il n'y a plus le jour et la nuit, la vie et la mort. Il n'y a plus maintenant que ce grand visage du monde devant moi, ce visage que je regarde et qui me regarde, où tout est réconcilié. Le soir descend, la fenêtre est ouverte, les bonnes odeurs de l'été sont dans l'air. Dans une mare voisine, les grenouilles se sont mises à chanter, et à l'autre bout de la chambre, longeant le pied de la paroi, une petite souris regagne sa commode où attendent ses petits. Et voilà, c'est la fin du manuscrit que nous a fait parvenir Luc Chesset, écrit par Alex Manuel. Je lis encore pour terminer la petite notice scotchée sur la première page. Alex Manuel est né en 1900 à Lausanne, Suisse, où il fit ses premières études. À 20 ans, il partit pour Hollywood, remplir des rôles acrobatiques. Devenu un peu plus mûr et plus sage, il étudia la médecine aux États-Unis. Il s'engagea comme médecin dans l'armée britannique au cours de la Seconde Guerre mondiale, fit la campagne d'Afrique-Italie, travailla ensuite à l'UNRWA en Autriche et est à présent médecin à Seattle, dans l'État de Washington. Il a été un des tout premiers et des plus réguliers collaborateurs du Bayou. Je rappelle le Bayou dont on avait parlé au tout début de la lecture, qui est une revue littéraire publiée aux États-Unis à laquelle Alex Manuel participait en livrant régulièrement des textes. On a aussi ainsi terminé la lecture exhaustive de ce manuscrit tapuscrit tel qu'il nous est parvenu, avec des corrections et quelques petits trous. Il restera ainsi accessible à la postérité ad vitam aeternam pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Après ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition de Make TV Great Again. Merci beaucoup à Sébastiano qui a assuré la régie, à Mélanie qui assure la promotion sur les réseaux sociaux actuellement alors que cette émission est enregistrée, aidée de Charlotte. Merci aussi à Laura, à Christian et à Nouria qui travaille pour Outside the Box. N'oubliez pas d'aller au cinéma et faites de beaux rêves. It may get bigger, it may get a little bigger, it may not get bigger at all. We'll see what happens. But regardless of what happens, we're totally prepared.